La relation secrète entre le roi Charles et Camilla a autrefois choqué le monde entier. Ils ont été condamnés pour avoir brisé le bonheur d'une famille, laissant une douleur indélébile à la princesse Diana, le cœur même de l'Angleterre. Dès les premiers murmures de leur liaison clandestine, le public n'a jamais cessé de critiquer, rappelant à tous qu'il ne s'agissait pas d'une affaire privée, mais d'une blessure très publique au cœur de la famille royale. L'image d'un jeune prince trahi, d'une princesse belle et innocente laissée isolée, est devenue un symbole de tragédie et de tromperie. Toute l'Angleterre a retenu son souffle devant les gros titres choquants, les photographies secrètes, les histoires que beaucoup pouvaient à peine croire vraies. Au fil du temps, les scandales qui semblaient enfouis depuis longtemps ont de nouveau éclaté d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Le roi Charles, autrefois considéré par le public comme le traître, a maintenant fait une annonce tragique mais décisive concernant directement l'avenir de Camilla. Ce qui rend ce moment encore plus frappant, c'est le contexte dans lequel il se produit. La santé du roi Charles est en sérieux déclin. Des sources proches révèlent qu'il lutte contre le cancer. Son corps visiblement affaibli, ses forces diminuant de jour en jour. Alors, pourquoi a-t-il choisi ce moment précis pour prendre une décision aussi monumentale? Est-ce un sentiment de culpabilité persistant du passé? Un remords silencieux pour ce qui est arrivé à Diana et à la famille? Ou est-ce une manœuvre stratégique pour assurer le pouvoir et protéger sa réputation avant que sa santé ne lui permette plus de diriger la monarchie? Ce choix fait plus que façonner l'avenir de Camilla. Il expose des conflits latents au sein de la famille royale, des craintes et des secrets que Charles s'efforce de dissimuler depuis des années. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez à sa place, sachant que votre temps est limité, que feriez-vous? Rester silencieux et laisser les choses se dérouler, ou prendre une décision décisive, quelles que soient les critiques du public, pour affronter les regrets persistants. C'est un moment où le cœur, l'honneur et le pouvoir se heurtent, créant un drame sans précédent pour la famille royale. Aujourd'hui, nous allons explorer l'annonce choquante de ce pipeau, comprendre pourquoi Charles a pris cette décision et voir les conséquences qu'elle entraîne pour Camilla, la monarchie et le public. Il y a quelques instants à peine, l'histoire semblait s'arrêter. Les rideaux de velours de Clarence House flottaient faiblement, alors que le roi Charles entrait dans l'éclat aveuglant des flashs des appareils photo. Son expression était lourde, sa voix tremblait alors qu'il faisait face à la nation et au monde. Puis vinrent les mots que personne n'attendait, ceux qui figent le temps et se répercutent à travers les générations. Sa Majesté la reine consort, Camilla, doit renoncer à son titre royal, avec effet immédiat, en attendant une enquête complète. Un souffle s'est répandu dans la foule rassemblée comme le vent dans les feuilles sèches. La pièce semblait trembler sous le poids de ces mots. Jamais dans l'histoire moderne, un monarque régnant n'avait publiquement rompu un tel lien, pas avec une telle finalité, pas avec une telle douleur. À côté de lui, la couronne de la reine Mary reposait sur son piédestal, une relique ornée scintillant du feu glacé des diamants Cullinan et des gemmes rares. Autrefois un fier emblème d'unité, elle se dressait maintenant comme un témoin silencieux de la division. Son éclat contrastait douloureusement avec la tension qui emplissait la salle. Le sida s'est figé à mi-souffle. L'un a murmuré à voix basse « C'est fait ». Dehors, où les journalistes se bousculaient et criaient des questions, leur voix se perdait sous le son solennel des cloches de l'église qui résonnaient dans le ciel gris de Londres. À l'intérieur, une maison royale était en train de s'effondrer. La question qui brûlait dans l'air était simple mais cuisante. Qu'est-ce qui pouvait pousser un roi à prendre une telle décision? Selon les murmures des initiés de Buckingham Palace, l'élément déclencheur n'était pas un commérage ou un oui-dire, mais quelque chose de tangible
d'indéniable. Une broche en saphir, pas n'importe quelle broche, mais une qui avait appartenu à la défunte princesse Diana. Elle est apparue de nulle part lors d'une vente aux enchères à Genève, provoquant des ondes de choc dans les cercles royaux. Comment elle est arrivée là était le mystère, jusqu'à ce que les enquêteurs retracent son chemin jusqu'à Raymill House, la résidence privée de Camilla dans le Wiltshire. En quelques heures, un intermédiaire secret a été identifié. Une figure qui ferait l'objet d'un examen minutieux de la part des enquêteurs du palais. C'est la princesse Anne qui a donné l'alerte, son instinct étant toujours aussi vif. Le prince William, farouchement loyal et protecteur de la mémoire de sa mère, a exigé des réponses. Et Catherine, calme, digne mais résolue, a exhorté son beau-père à agir rapidement. « Protégez la couronne », elle lui aurait dit tranquillement. « Peu importe le prix. » Au moment venu, les mains du roi Charles ont tremblé lorsqu'il a signé le décret. La plume semblait presque trop lourde à tenir. Son encre portait le poids de siècles de tradition, de devoirs et de chagrin. Sa voix, bien que retenue, portait l'écho d'une ancienne résolution. La couronne doit rester pure. Et avec cela, l'impensable est devenu réalité. La monarchie britannique se trouve désormais à un carrefour fragile, éblouissante mais fracturée, vénérable mais assombrie par le scandale. Comment une famille liée par l'héritage peut-elle faire face à la possibilité d'une trahison au sein de ses propres murs? En dehors des portes du palais, le monde regarde, fasciné, stupéfait, peut-être même sympathique. À l'intérieur, les couloirs qui résonnaient autrefois des pas mesurés de la tradition sont maintenant remplis d'un silence malaisé. Le personnel chuchote, les conseillers se réunissent à huis clos. L'air lui-même semble lourd de secrets qui restent à révéler. Serait-ce le moment qui redéfinira la lignée royale elle-même? Un seul bijou perdu, volé ou vendu, pourrait-il défaire le fil délicat de la continuité royale? Ou n'est-ce que la surface de quelque chose de plus profond? Une histoire de confiance brisée, d'amour mis à l'épreuve, d'histoires qui se répètent dans une symétrie obsédante. Pour comprendre ce moment, cette fracture dans la couronne, il faut regarder en arrière. Derrière cette annonce se cache plus qu'un scandale. C'est un conte d'héritage, de rivalité, de chagrin et de culpabilité, enfoui sous la grandeur de la monarchie. C'est l'histoire de la façon dont une broche en saphir, autrefois un gage d'affection, est devenue l'étincelle qui a déclenché le règlement de compte royal le plus choquant de notre époque. Ainsi, alors que les cloches de l'église continuaient de sonner et que les portes du palais restaient fermées, une vérité est devenue claire. Ce n'est pas qu'un simple scandale royal, c'est le début d'un nouveau chapitre d'une saga vieille de plusieurs siècles où la loyauté, l'amour et l'héritage se heurtent à l'ombre de la couronne. Camilla a-t-elle été interpellée au sujet de la découverte avant l'annonce du roi? Quelle a été la réaction et la réponse de Camilla lorsqu'elle a été confrontée? L'a-t-elle nié? Découvrons-le. La confrontation et l'effondrement. Au cours de la froide soirée du 11 octobre, le Palais royal a publié une déclaration soigneusement formulée. Sa Majesté la Reine consort apportera son aide à une enquête interne concernant la provenance de certains objets royaux. Cela semblait calme et poli, mais sous ces quelques mots mesurés, une tempête se préparait à l'intérieur des murs du pouvoir. À Clarence House, le calme habituel de la cérémonie a cédé la place à la confrontation. La salle Maple, connue pour sa table en acajou poli et ses portraits dorés, avait autrefois accueilli les répétitions du discours de couronnement du roi. Mais cette nuit-là, ce n'était pas un lieu de célébration. C'était une salle d'audience. Le roi Charles était assis à la tête de la table, le visage empreint d'une résolution lasse. À sa droite était assise la princesse Anne, son expression tranchante comme du verre. À sa gauche, le prince William et Catherine, la princesse de Galles,
tous deux solennels et tendus. Et à l'extrémité, Camilla, le visage pâle, ses perles habituelles remplacées par une simple chaîne en or, un type de changement qui en disait plus que les mots. Le silence était étouffant, jusqu'à ce que Camilla le rompe finalement, sa voix tremblante, mais ferme. « Vous pensez tous que j'ai volé quelque chose ?» a-t-elle dit, les yeux rivés sur Charles. « Pensez-vous que je l'ai volé ?» Le sens était indubitable. Elle faisait référence à Diana, le fantôme qui hantait encore tous les couloirs royaux. La réponse de Charles est venue lentement, sa voix craquant sous la tension. « Il ne s'agit pas d'elle, » a-t-il dit. « Il s'agit de la couronne et de ce que les gens croient. » Il a fait glisser un dossier épais sur la table. Sur le devant était tamponné « Confidence ». À l'intérieur se trouvaient des papiers, des photographies, des signatures, le genre de preuves qui ne pouvaient pas être facilement rejetées. Celle-ci, a dit Anne d'un ton catégorique, parle d'elle-même. Les lèvres de Camilla tremblaient. « Ce ne sont pas mes ordres, » dit-elle, la voix étranglée. William se pencha en avant, son ton calme, mais teinté d'acier. « Alors dites de qui ils étaient, parce que le silence, belle-mère ou pas, causera plus de dégâts que n'importe quel scandale. » Pendant un moment, seul le lent tic-tac de l'horloge murale a rempli la pièce. Charles se pencha en arrière, les yeux lourds. « Celui qui l'a signé, dit-il enfin, n'a plus d'importance. L'ambiguïté est un poison pour la couronne. » Ces mots ressemblaient à un verdict. Derrière lui, à travers la vitrine, la couronne impériale scintillait faiblement sous le lustre, à moitié dans la lumière, à moitié dans l'ombre, comme si elle les jugeait tous. Le masque de Camilla a commencé à se fissurer. Sa voix s'est élevée, brisant le formalisme qui avait autrefois défini sa vie. « Croyez-vous que je voulais cette vie? Ce fardeau? Je l'ai reconstruite pour cette famille, pour cette couronne, et maintenant je suis détruite pour quelque chose que je n'ai peut-être même jamais ordonné. » Anne croisa son regard froidement. « Personne ne te détruit, dit-elle. Mais la confiance, une fois perdue, revient rarement. » Catherine prit la parole ensuite, sa voix douce mais coupante. « Ces bijoux ne sont pas que des ornements, dit-elle. Ils portent des histoires, des souvenirs. Quand l'un disparaît, une histoire est effacée. Et une fois qu'une histoire est perdue, la couronne elle-même devient plus sombre. L'horloge a sonné minuit. Une décision a été prise. Le conseil privé se réunirait à l'aube. Camilla serait poliment, mais fermement invitée à renoncer à son titre. Son règne en tant que reine, consort était terminé avant que le soleil du matin ne se lève. Charles est resté dans la salle Maple, longtemps après que les autres soient partis. Il fixa la vitrine qui contenait la couronne. Des siècles de pouvoir et de douleur y étaient scellés. Son murmure a rempli le vide. La couronne perdure. Quelques heures plus tard, le carrosse de Camilla roulait dans la campagne sombre en direction de Raymill House. La nuit à l'extérieur était silencieuse, à l'exception du bruit rythmé des roues sur le gravier. Quand elle est arrivée, elle est entrée dans sa chambre calme et a trouvé une photo de son couronnement. Elle et Charles souriant, sa couronne légèrement inclinée. Elle l'a regardé pendant un long moment, puis l'a retourné face contre terre. Dans une autre partie de la ville, la voix d'Anne s'est fait entendre au téléphone. « Tu as fait ce qu'il fallait », a-t-elle dit à son frère. Charles fit une pause avant de répondre, son ton bas et fatigué. « Ça ne guérira pas. » La réponse d'Anne est venue doucement, comme une vérité trop vieille pour être contestée. « Ce n'était pas censé guérir, » dit-elle. « C'était censé protéger. » Et dans ce silence, lourd, royal et sans fin, la couronne est restée une fois de plus intacte. Comment le prince William a-t-il appris le vol? Quelles étaient les preuves qui impliquaient Camilla? Examinons les détails de la découverte qui a mené à l'annonce tragique du roi. Lorsque les objets de famille
se sont transformés en preuve pendant les jours dorés et croustillants du début de l'automne 225. La maison royale était une ruche de préparatifs. Le gala du patrimoine tant attendu n'était qu'à quelques semaines. Une nuit scintillante destinée à honorer le passé grandiose de la Grande-Bretagne et à célébrer sa monarchie. Les couturières ont travaillé tard dans la nuit. Les bijoutiers ont poli les objets de famille chargés d'histoire, et les halls du palais ont bourdonné de conversations sur les robes, les listes d'invités et les apparitions royales. Au cœur de tout cela se trouvait la reine Camilla, choisie pour porter la couronne de la reine Mary, ainsi qu'un assortiment éblouissant de bijoux ayant appartenu à la reine Élisabeth II et à la défunte princesse Diana. Les journaux ont loué le symbolisme, une union d'héritage. Ils l'ont appelé, pour le public, c'était l'élégance, l'héritage et l'harmonie tissés en un seul chevalier royal. Mais à l'intérieur des murs du palais, sous le scintillement des diamants et du décorum, quelque chose de plus sombre a commencé à s'agiter. La célébration allait bientôt déclencher un scandale que personne ne pourrait contenir. Tout a commencé tranquillement, comme le font la plupart des tempêtes, par un murmure. Une rare broche en saphir, étonnamment similaire à celle que Diana avait portée, est apparue dans une discrète maison de vente aux enchères à Genève. Au début, cela semblait une coïncidence, mais les collectionneurs de bijoux, toujours vifs, ont remarqué des détails particuliers. Une minuscule gravure sur le fermoir. D. 1581, la marque personnelle de Diana. Les experts ont confirmé son authenticité. Une pièce que l'on croyait stockée en toute sécurité dans le Royal Collection Trust, intouchable et comptabilisée. Alors, comment s'était-elle retrouvée de l'autre côté de la Manche, dans une salle de vente aux enchères privées? La découverte a envoyé de légers tremblements dans le palais. En interne, le chaos a couvé. La piste de la propriété, retracée à travers des documents d'expédition confidentiels dans une facture codée, a mené à Ray Mill House, le domaine privé de Camilla. Le bureau de presse du palais s'est empressé de trouver des explications. Un malentendu, ont-ils insisté, une erreur d'attribution. Mais la princesse Anne, qui ne s'est jamais laissée tromper par les mensonges polis, n'était pas convaincue. Elle a exigé un audit officiel du Royal Jewelry Registry, le registre méticuleux qui suivait chaque gemme, couronne et objet de famille jamais détenu par la famille. Lorsque l'audit est arrivé, les conclusions ont été plus qu'alarmantes. Elles étaient dévastatrices. Plusieurs documents manquaient. Certains formulaires de transfert avaient été modifiés. Quelques notes d'évaluation portaient des initiales ressemblant indubitablement à CP Camilla. Les couloirs du palais, qui résonnaient autrefois des répétitions du gala, bourdonnaient maintenant de murmures de trahison pour le prince William et Catherine. C'est devenu un champ de bataille morale. Ils étaient déchirés entre la loyauté envers la monarchie et la loyauté envers la mémoire, envers l'héritage de Diana. Un soir, sous le prétexte poli d'un dîner de famille, ils ont visité Clarence House, mais la chaleur de la parenté n'est jamais arrivée. La pièce était lourde, l'air tendu de vérités non dites. William rompit le silence. « La mémoire de maman n'est pas une marchandise, » dit-il. La voix était ferme, mais tendue de l'autre côté de la table. L'expression de Camilla a à peine changé. Catherine, toujours calme, a ajouté doucement. Une couronne brille de 1000 feux lorsqu'elle est honnête. Les mots sont restés en suspens, coupant plus profondément qu'une confrontation. Dans les jours qui ont suivi, les bijoux, autrefois symboles de fierté et de continuité, sont devenus des preuves. Ce n'étaient plus des ornements, mais des témoignages de cupidité, de secrets, de blessures jamais complètement guéries. Derrière des portes closes, Charles était furieux, mais retenu. Avec sa réserve habituelle, il a rédigé une lettre à la maison de vente aux enchères de Genève. Bref et froid,
ce qui est revenu à confirmer ce qui a brisé la façade de l'unité. La broche en saphir était réelle. Les documents remontaient non pas à une erreur d'écriture, mais à une vente privée délibérée. À l'intérieur du palais, la confiance s'est brisée. Des ressentiments longtemps refoulés ont refait surface. Le gala du patrimoine censé célébrer l'héritage de la monarchie menaçait maintenant d'exposer ses fractures cachées et ses fragiles loyautés. La nuit qui était censée éblouir le monde par la grandeur royale était maintenant assombrie par le scandale. Sous les couronnes polies et les sourires répétés, la famille royale était confrontée à une vérité inconfortable. Parfois, les bijoux les plus brillants dissimulent les trahisons les plus sombres. Comment le roi Charles a-t-il découvert le jeu déloyal? Comment le personnel s'est-il senti et a-t-il réagi aux signes au fur et à mesure de leur évolution? Examinons plus en détail comment le jeu déloyal a été découvert. Des ombres dans les couloirs royaux. Alors qu'octobre approchait, un étrange malaise s'est installé sur le palais, le genre qui s'insinue tranquillement mais qui plane lourdement dans l'air. Même le personnel le sentait, bien que personne n'osait parler ouvertement. Quelque chose changeait, bien que personne ne puisse le nommer. Le premier signe est apparu lorsque le Royal Jewel Registry, un registre sacré des trésors de la monarchie conservé en toute sécurité dans la tour depuis longtemps, a été soudainement transféré à Clarence House pour un audit privé. Il n'y a eu aucune déclaration officielle, aucune explication, juste du silence. Mais ceux qui connaissaient la tradition royale savaient ce que cela signifiait. Au palais, quand les bijoux bougent, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de changer. Quelque chose au sein de la famille elle-même. Dans la salle Lancaster, les conseillers se sont rassemblés en petits groupes silencieux. Leur voix à peine plus que des murmures. Un document de Genève confirmait ce que beaucoup craignaient. La broche à Gwyniston était authentique et la piste de l'acheteur menait directement à Ray Mill House, la résidence privée de Camilla. Lorsque le roi a reçu le dossier, il est resté immobile pendant un long moment, le lisant une fois, 2 fois, puis une 3e fois, comme s'il espérait que les mots pourraient changer. Finalement, il a murmuré seulement 2 mots. Pas encore. Il portait le poids de vieilles blessures, de souvenirs de perte, de trahison et des ombres du passé qui refusaient de s'estomper pendant des années. Des rumeurs avaient circulé au sujet des bijoux de Camilla. Des murmures de colliers de perles portés trop tôt après la mort de Diana. Des histoires d'objets de famille disparus qui sont réapparus discrètement sans explication. La plupart les avaient rejetés comme des commérages, le genre d'histoire dont les tabloïds se régalaient. Mais cette fois, ce n'était pas une rumeur, c'était un fait. La preuve était précise, froide et indéniable. La princesse Anne a été la première à confronter son frère. Elle a fait irruption dans la maison de Clarence, sa voix tranchante et ferme. « Vous ne pouvez pas cacher ça. » Le roi n'a rien dit. Son silence en disait plus long que n'importe quelle défense. Pendant ce temps, William et Catherine se préparaient déjà à ce qui pourrait arriver. Ensemble, ils ont rédigé un document confidentiel appelé le document d'intégrité, un plan détaillé sur la façon dont la famille royale réagirait si l'histoire atteignait le public. Les notes de Catherine, écrites soigneusement en marge, adoucissaient le ton du document. Un assistant qui la regardait plus tard l'a décrite comme le calme dans la tempête. Tard dans la nuit, un membre du personnel du palais est entré dans l'une des salles de la galerie et a trouvé la reine Camilla seule devant la couronne de la reine Mary, son reflet scintillant faiblement dans le verre. Pendant un long moment, elle n'a pas parlé. Puis, presque dans un murmure, elle a demandé « Vont-ils me la prendre ?» Le membre du personnel n'a pas répondu. Ils se sont éloignés discrètement. À l'aube, le rapport final de Genève est arrivé. Les conclusions étaient claires. La broche avait été vendue avec l'autorisation personnelle de Camilla.
Il n'y avait plus de place pour le doute. Qu'il s'agisse d'un oubli ou de quelque chose de délibéré, cela n'avait plus d'importance. La perception était devenue réalité. Au petit déjeuner, William a rompu le silence qui s'était installé sur la famille. « Tu as toujours dit que la couronne était pour le peuple », a-t-il dit à son père. « Montre le leur maintenant. » Le roi a levé les yeux lentement. « La couronne appartient aussi à l'histoire », a-t-il répondu, et l'histoire se souvient. Plus tard dans la journée, Anne et William ont rencontré Charles une fois de plus, présentant les preuves officiellement. Catherine était là aussi, calme, posée, vêtue d'une tenue crème douce. La bague en saphir qui avait appartenu à Diana scintillait faiblement à son doigt. L'atmosphère était chargée de tensions et d'émotions non exprimées. La réunion s'est terminée sans résolution, bien qu'une conclusion ait été claire. Camilla doit comparaître devant le conseil privé. À l'extérieur des portes du palais, les rumeurs ont déferlé dans la presse comme une traînée de poudre. À l'intérieur, le silence était plus lourd que jamais. Chaque couloir semblait vibrer de malaise. Chaque regard portait une signification cachée. La monarchie, si soucieuse de préserver sa dignité, se tenait maintenant au bord d'un règlement de compte silencieux mais dangereux qui pourrait modifier non seulement son image, mais aussi son héritage même. Et bien que le palais soit apparu immobile de l'extérieur, à l'intérieur de ses murs, plus rien n'était vraiment immobile. Y a-t-il eu des cas similaires ou plus complexes de vol royal? La découverte du roi Charles pourrait-elle suggérer que les vols royaux sont généralement assistés de l'intérieur? Examinons les détails de l'un des vols royaux les plus récents à Paris, le vol en plein jour qui a volé l'histoire. Quand les gens entendent l'expression « vol royal », leur esprit peint souvent des images cinématographiques, des hommes masqués se faufilant dans des couloirs éclairés par la lune, des gardes endormis, des alarmes désactivées discrètement. Mais ce qui s'est déroulé à Paris récemment a brisé ce scénario familier. Il ne s'agissait pas d'une opération furtive après les heures d'ouverture. C'était un acte audacieux, presque théâtral, de vol en plein jour qui a stupéfié les spectateurs et envoyé des ondes de choc dans la communauté mondiale de l'art et du patrimoine. Par un matin d'automne frais, les visiteurs de l'élégant musée Cognac J, niché au cœur du quartier historique du Marais à Paris, s'attendaient à une journée ordinaire d'admiration tranquille, de porcelaine délicate, de peintures à l'huile et de reliques d'une aristocratie d'un autre temps. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés témoins d'un cambriolage audacieux qui semblait tiré d'une scène de film à gros budget. À midi, le 20 novembre, 4 hommes masqués ont fait irruption dans le musée de Paris, non pas avec finesse, mais avec une force brute, armés de haches et de battes. Ils ont brisé des vitrines, alors que des visiteurs horrifiés regardaient. Leurs actions ont été rapides et délibérées. En quelques minutes, les voleurs ont disparu dans les rues sinueuses de la ville en scooter, laissant derrière eux la chasse et l'incrédulité. Leur prix, 7 œuvres d'art inestimables, dont 2 tabatières royales ayant appartenu au roi George et à la reine Mary, des reliques chargées d'histoire britannique, prêtées par le Royal Collection Trust, leur perte a été plus profonde que l'argent. C'était une blessure à la culture et au patrimoine lui-même. Les médias ont décrit la précision glaçante du braquage. La connaissance intime des voleurs de la configuration et de la sécurité du musée a déconcerté les enquêteurs. Il ne s'agissait pas d'un vol aléatoire, mais d'une frappe soigneusement chorégraphiée, un écho moderne du pillage du vieux monde, où l'élégance et l'audace se sont heurtées sous le ciel parisien. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, le choc s'est transformé en indignation et en fascination. Les médias sociaux ont bourdonné d'incrédulité. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire en plein jour et dans l'une des villes les plus protégées d'Europe en matière d'art? Les amateurs de patrimoine et les responsables de musées ont déploré la perte, décrivant le vol non seulement comme un crime contre la propriété, mais aussi
contre l'histoire elle-même. Le musée Cognac-Jay, connu pour abriter une collection exceptionnelle d'art et d'artefacts du XVIIIe siècle, est soudainement devenu le théâtre d'une chasse à l'homme internationale. Les autorités françaises, rejointes par des enquêteurs mondiaux sur les crimes artistiques, ont commencé à passer au peigne fin les images de surveillance et à retracer toutes les pistes possibles. Les scooters qui s'éloignaient en trombe sous le soleil de l'après-midi sont devenus le dernier indice visible de ce qui pourrait bientôt rejoindre les rangs des vols culturels les plus audacieux d'Europe. L'audace de l'acte a laissé tout le monde stupéfait. Contrairement aux voleurs qui se fondent dans l'ombre, ces hommes ont choisi les projecteurs. Ils semblaient s'épanouir grâce à l'effronterie même de leur approche. Un raid en plein jour sur des objets royaux exécutés dans un espace public entouré de témoins. C'était une déclaration autant qu'un crime, une déclaration qui remettait en question la sécurité réelle des musées, même les plus prestigieux. Et pourtant, sous le choc et le spectacle, il subsiste une tristesse plus profonde, un rappel que l'art, aussi vénéré soit-il, est vulnérable. Les tabatières du roi George Pint et de la reine Mary, autrefois symboles de goût raffiné et d'intimité royale, existent maintenant dans l'incertitude. Leur délicate fabrication et leur poids historique ont été réduits à des marchandises, dépouillées des récits qu'elles aident à raconter. Alors que les enquêtes se poursuivent, le monde attend non seulement la justice, mais aussi la restauration. Parce que ce qui a été volé ce jour-là, ce n'était pas seulement de l'or, de l'émail ou de la beauté antique. C'était un morceau de mémoire humaine partagée, un lien fragile entre le passé et le présent, maintenant perdu dans les ombres de la cupidité et de l'audace. En fin de compte, il ne s'agissait pas simplement d'un vol. C'était une histoire d'audace, de perte et de la réalisation obsédante que même les reliques de la royauté ne sont pas hors de portée de l'ambition humaine. Alors, quelle était l'atmosphère lorsque Charles a fait son annonce? Quelle a été la réaction de Camilla? Comment le public a-t-il réagi à l'évolution de la situation? Découvrons-le. L'aube du règlement de compte. Le matin est venu froid. Le 13 octobre, l'aube était métallique et sévère. Les journalistes bordaient les portes. Les caméras pointaient comme des lances. À exactement 10 heures, le roi Charles est entré dans la grande salle. Il était tiré, digne, portant des décennies en silence. La couronne de la reine Mary se dressait à côté de lui, brillant sous les projecteurs. Dans la salle se trouvaient des fonctionnaires, la presse et la famille. William se tenait directement derrière son père. Catherine à ses côtés, posée. Anne s'attardait, la tête baissée. L'air ressemblait à un enterrement pour un titre. Lorsque Charles a parlé, sa voix était ferme mais lourde. C'est avec une profonde tristesse que je confirme une décision qui n'a pas été prise à la légère. La couronne doit rester au-dessus de tout reproche. Sa Majesté, la reine consort, Camilla, se retire par la présente de toutes ses fonctions et renonce à son titre. Le silence a avalé la pièce. Puis, comme si la gravité elle-même changeait, il a continué. Cette décision ne découle pas de la colère, mais de la préservation. La couronne est plus que des pierres précieuses. C'est la confiance entre le souverain et le peuple. Cette confiance ne doit jamais être brisée. Dans ce silence, électrisé, tremblant, les caméras ont clignoté comme des éclairs. Le monde voit le moment. Dehors, les foules murmuraient avec admiration et choc. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Des portraits de Diana ont fait surface. Des hommages floraux sont apparus aux portes de Kensington. Des lys, des notes, même une petite réplique de broche en saphir. Charles a fait une pause. Il s'est tourné vers William. Il est temps. William s'est avancé, plaçant un décret relié de velours sur le lutrin, signé par Uda King et le conseil privé. Catherine a doucement posé sa main sur la sienne pour le soutenir.
La dernière phrase de Charles a résonné pendant des générations. La force de la monarchie ne se mesure pas à la splendeur, mais à la conscience. Puis il a baissé la tête. Anne a brisé le décorum. Elle s'est déplacée pour se tenir à côté de lui, plaçant une main gantée sur son épaule. Les caméras l'ont capté. Le geste est devenu emblématique. William a escorté Catherine hors de la salle. Ils ont franchi les portes sous les flashs et le hasard. Longue vie au prince et à la princesse de Galles. Leur avenir forgé dans la crise brillait maintenant comme une nouvelle aube. À Ray Milhouse, Camilla a regardé en silence. L'annonce a été diffusée, son visage illisible. Elle a enlevé sa bague et a murmuré « Alors, ça finit ». De retour à Clarence House, Charles est entré dans la salle Maple. Il s'est attardé devant le verre de la couronne, tendant la main mais ne la touchant pas. Son reflet s'est divisé parmi les diamants dans l'ombre. Il a murmuré « Pardonne-moi ». 12 coups de cloche ont résonné dans Londres. Un règlement de compte, une catharsis, une renaissance. Le monde a déclaré que le jour était le règlement de compte de la couronne. L'amour, l'héritage, le devoir se sont heurtés sous des diamants qui avaient survécu à tous les cœurs qui les avaient portés. Au crépuscule, Londres a retenu son souffle. Ni célébration, ni deuil, mais quelque chose entre les deux. Les portes dorées brillaient sous la lumière des lampes alors que les foules gonflaient. À l'intérieur, le palais savait qu'il avait respecté le protocole, mais à un coût que personne ne pouvait quantifier. Charles a passé la soirée seul dans sa bibliothèque. Une lettre était posée devant lui, scellée, adressée à mes fils. Il l'avait réécrite 3 fois avant de se fixer sur cette vérité. Les joyaux de cette famille ne sont pas des diamants. Ils sont l'honnêteté, la compassion, la retenue. Si l'un d'eux venait à faiblir, la couronne perdrait son éclat. Il l'a scellée, l'a fermée et a laissé le silence s'installer. Au palais de Kensington, William et Catherine se préparaient pour leur première apparition publique depuis la tempête. Leur calme était tranquille, leur force atténuée. La robe grise de Catherine captait la lumière du soir. À son poignet se trouvait le bracelet de perles de la reine Élisabeth, un symbole d'héritage transmis. William lui a serré la main. Maman aurait été fière. Pendant un moment, son sourire a semblé sincère. Pendant ce temps, Camilla est restée cloîtrée. Dans son salon, elle a éteint la télévision avant les remarques de clôture. Elle a contemplé cette photographie de couronnement. Maintenant, de nouveaux faces visibles. Une fragile possibilité a scintillé. Peut-être que le pardon, comme la vérité, revient lentement. Et ainsi la couronne a perduré, non pas comme une relique sans défaut, mais comme quelque chose de renaissant, son éclat testé par la crise, son métal marqué par la révélation. Parce que parfois, l'héritage ne se construit pas dans la grandeur, mais dans le courage de regarder à l'intérieur et d'agir, même lorsque tout risque de se briser. Ce n'est pas simplement un drame royal, c'est une histoire pour nous tous. Comment le pouvoir doit danser avec le principe, comment la loyauté peut devenir une cage, et comment parfois les plus grands règnes sont ceux qui commencent.